Christopher Langan et son CTMU sont au moins des phénomènes médiatiques, avec ses dernières vidéos qui réalisent des millions de vues et qui suscitent des réactions souvent superficielles ou mal informées. Avec cette série de lectures commentées, vous avez une connaissance de ce qu'il y a derrière ce phénomène médiatique, ce phénomène intellectuel. Nous avons établi les principes préliminaires de la théorie de la réalité de Langan. Et maintenant, on arrive aux 3 M, qui sont le pendant de la théorie de la réalité, des 3 C de la logique propositionnelle, la consistance, la fermeture, l'exhaustivité de la logique propositionnelle, pour du système de tautologie des logiques propositionnelles. Ici, on a les 3 M qui correspondent aux 4 C, c'est-à-dire fermeture, exhaustivité, et aussi consistance et cohérence. Donc il y a un C supplémentaire qui est la cohérence de la réalité. Donc ça correspond aux 3 M, qui sont les principes de la théorie de la réalité, qui la fondent sur des mêmes bases, qui permet de la rendre tautologique a priori, qui fait qu'elle va s'appliquer dans un système clos, donc qui admet toutes ces dépendances à l'intérieur de lui-même, un système fermé, un système qui va être exhaustif, donc qui va couvrir la théorie de la réalité, donc la réalité dans son ensemble, et un système qui pose l'unité, la cohérence, la consistance de la réalité, pour en faire une théorie qui s'applique et qui permet à être une graine de rationalité dans laquelle on peut accumuler du coup des connaissances consistantes et cohérentes sur le réel. Voilà, donc commençons avec la fermeture syntactique, le principe de l'autologie métaphysique, ou MAP. Les relations, modélisations et fonctions relatives à la réalité dans un sens effectif généralisé, qu'elles soient descriptives, définitives, compositionnelles, attributives, nomologiques ou interprétatives, sont générées, définies et paramétrées dans la réalité elle-même. En d'autres termes, la réalité comprend une variété descriptive fermée, à partir de laquelle aucun prédicat essentiel n'est omis, et qui ne contient donc aucune lacune critique qui laisserait un aspect essentiel de la structure inexpliqué. Une telle lacune impliquerait la non-fermeture. Tous les outils qui permettent de connaître la réalité, de la décrire, donner des définitions dans toutes les relations, modélisations, mais aussi toutes les structures qui permettent de transformer la réalité, les fonctions qui permettent d'établir des compositions entre les objets de la réalité ou des nomologies, des lois qui s'appliquent. Toutes ces outils sont inclus dans la réalité, ce qui fait qu'ici, plutôt que d'avoir le principe de réalité qui indique que la réalité dans son ensemble est inclus à l'intérieur d'elle-même et n'est composée que d'elle-même, ici, on voit ce réseau créé d'arêtes à la fois définitives, compositionnelles, mais aussi interprétatives, attributives. Donc, même la manière dont la réalité se connaît elle-même, tout un état d'arête qui étend le principe de réalité dans une espèce de réseau fermé qui ne contient aucun gap, aucune lacune critique qui manquerait une structure essentielle de n'importe quel aspect de la réalité, puisque toute structure essentielle va avoir toutes ces arêtes de description, interprétation, attribution, qui vont sortir de cet objet qui inclut la réalité, et qui vont être encore dans la réalité. Donc il y a cette variété descriptive fermée qui contient l'ensemble de la réalité. Donc on est en train de préciser la nature de la façon dont la réalité se contient. Le MAP,
une amélioration théorique du critère d'autoconfinement défini par le principe de réalité, étend la propriété de fermeture de la définition de la réalité à l'ensemble de tous les prédicats réels. Le map effectue la fermeture sur les niveaux définitif, descriptif, explicatif et interprétatif de la théorie de la réalité, en la transformant en un réseau fermé de définition, description, explication et interprétation couplées, ne faisant référence à aucun élément extérieur à la réalité elle-même. Une autre façon de le dire est que le map, comme principe de la réalité, exige que tout ce à quoi toute définition, description, explication ou interprétation de la réalité théorique se réfère soit situé dans la réalité. Cela a pour effet de rendre la réalité responsable de sa propre structure et de son évolution, au sens abstrait et concret. C'est exactement ce qu'on vient de dire. Donc la réalité devient ce réseau de définition, description, explication, interprétation. Donc la réalité se définit en termes de réalité. Donc vous avez ici un point qui est un point de la réalité. Vous avez un zoom, une espèce de fenêtre sur une partie de la réalité. Donc dans cette fenêtre, vous avez plusieurs éléments de réalité en différents points. Et donc les points sont définis en termes des autres. Donc il y a un réseau entre les points de définition. Mais c'est aussi un réseau d'explication. Comment la science explique la réalité, elle prend un aspect de la réalité, elle l'explique en termes d'autres. Donc, il y a aussi des réseaux d'explication de la réalité en termes d'autres points de la réalité. Donc, ce réseau descriptif, c'est l'auto-inclusion de la réalité à l'intérieur d'elle-même, puisqu'elle est étendue avec des prédicats. Elle fournit les outils pour la connaissance, l'évolution de la réalité, donc l'état de la réalité, l'évolution de la réalité, et aussi la perception de la réalité avec l'interprétation. À l'intérieur de cette réalité, la réalité est interprétée par des éléments de la réalité. Donc il y a aussi ces fonctions d'interprétation. Toutes ces fonctions forment le réseau que le principe map ferme. Le map exige une explication sous forme fermée au motif que la distinguibilité est impossible sans elle. Encore une fois, cela revient à la question de la stabilité syntactique. Pour l'exprimer de la manière la plus simple possible, la réalité doit ultimement posséder une distinction stable à deux valeurs au niveau objet, entre ce qui est et ce qui n'est pas, en maintenant les frontières informationnelles nécessaires entre les objets, les attributs et les événements. L'existence de frontières informationnelles fermées au sein d'un système n'est finalement possible que grâce à la fermeture systémique dans une composition dualiste explanans-explanandum, ce qui est exactement ce qui se produit dans la logique sententielle. S'il n'y aurait pas la fermeture du principe map, eh bien, l'identité du système qui fournit les données de la réalité ne serait pas définie, il y aurait des gaps, et donc on n'aboutirait pas à cette stabilité syntactique dans laquelle on peut clairement identifier si les objets sont ou ne sont pas, s'ils satisfient un critère ou s'ils ne satisfient pas ce critère. Encore une fois, au niveau syntactique, pas forcément au niveau sémantique où il peut y avoir des doutes, mais au niveau syntactique, il y a cette dualité vrai-faux, réel-non réel, perçu-non perçu, qui indique une définition globale du système dans lequel une identité peut se définir avec une régression syndiphéonique qui permet d'identifier récursivement toutes les différences les unes par rapport aux autres, et donc d'avoir cette stabilité syntactique des sous-systèmes par le fait que le système dans son ensemble admet des explications récursivement liées les unes aux autres, c'est-à-dire que le système est fermé, il contient tous les éléments de structure qui permettent l'explication. Donc, c'est une façon de dire que le système admet ces fonctions de définition, de description, d'explication à l'intérieur de lui-même. Sinon, il ne pourrait pas faire les distinctions entre ce qui est et ce qui n'est pas, et donc maintenir cette stabilité syntactique
que nous pouvons expérimenter de façon empirique dans notre perception et cognition de la réalité. Comme exemple de la nature tautologique du map, considérons une échelle externe hypothétique de distance ou de durée en fonction de laquelle la taille ou la durée absolue de l'univers ou de son contenu peut être définie. En raison de l'autonomie analytique de la réalité, les fonctions et définitions composant sa variété autodescriptive ne se réfèrent qu'entre elles-mêmes. Tout ce qui n'est pas impliqué dans son réseau syntactique est non pertinent, pour la structure est méconnaissable en interne, tandis que tout ce qui est pertinent est déjà un ingrédient implicite du réseau, mais ne doit pas être importé de l'extérieur. Cela implique que si l'échelle proposée est pertinente, elle n'est pas vraiment externe à la réalité. En fait, la réalité la contient déjà comme une application de sa structure intrinsèque. En d'autres termes, puisque la réalité est définie sur la pertinence mutuelle de ses parties et aspects essentiels, externe et non pertinent sont synonymes. Quelque chose est extérieur à la réalité, alors il n'est pas inclus dans la syntaxe de la réalité et est donc méconnaissable en interne. Il s'ensuit que par rapport à ce niveau de réalité défini en termes de pertinence et de reconnaissance, il n'existe pas d'échelle réelle mais externe, et que l'univers est donc extérieurement indéfini pour toutes les mesures, y compris la taille et la durée globale. Si une échelle absolue devait jamais être reconnue intérieurement comme une nécessité ontologique, cela impliquerait simplement l'existence d'un niveau de réalité plus profond, auquel l'échelle est intrinsèque et par lequel elle est intrinsèquement expliquée comme fonction relative d'autres ingrédients. Ainsi, si le besoin d'une échelle absolue devenait reconnaissable dans la réalité, c'est-à-dire reconnaissable pour la réalité elle-même, il serait par définition relatif, en ce sens qu'il pourrait être défini et expliqué en termes d'autres ingrédients de la réalité. En ce sens, le map est un principe général de relativité. Map est un principe général de relativité, puisque dès que vous avez un élément dans la réalité, eh bien, il doit être intégré dans ce réseau de définition, d'explication, d'interprétation, d'évolution, et donc tout élément pointe vers d'autres éléments de la réalité et est relatif à ces autres éléments. Et donc, il y a ce principe général de relativité qui s'applique dans la théorie de la réalité et qui est représenté par ce principe de map. Map, c'est Metaphysical Ontology Principle, et donc ça pointe à la notion de map, une carte. Donc cette carte, ce réseau de fonctions, de définitions, relativise toute la réalité par ce réseau lui-même. Et donc, ce qui viole, par exemple, ce principe général de relativité, c'est une mesure absolue de l'univers. On suppose qu'il existerait une mesure absolue externe à l'univers, qu'un géant puisse mesurer, regarder notre univers et le mesurer. Eh bien, si en fait cette mesure externe ne fait pas partie des fonctions explicatives de la réalité, eh bien, puisqu'elle ne pointe rien à ce réseau d'explications qui forme la réalité, il devient exclu de la théorie de la réalité, il ne fait pas partie de cette théorie de la réalité que nous définissons, parce qu'elle est non pertinente. Si elle était pertinente, elle serait intégrée à l'intérieur du réseau. Donc elle aurait aussi une explication à l'intérieur du réseau. Il y aurait une manière d'expliquer pourquoi cette taille serait telle. Mais il ne peut pas y avoir une taille arbitraire qui mesure l'univers. Voilà ce que nous dit Langan pour démontrer quelque chose qui violerait ce principe de relativité. Donc map devient ce principe général de relativité qui s'applique à ce réseau de prédicats définitifs, explicatifs, interprétatifs. Et la théorie de la relativité d'Einstein avec l'espace-temps qui devient relatif à la masse, à l'énergie qui est inclus dans cet espace-temps, n'est pas ce principe général de relativité. C'est un principe de relativité qui est une sous-partie, et donc Langan nous dit c'est un principe général de relativité au sens logique, au sens du discours métaphysique sur ce qu'est le réel. Map est donc ce principe général de relativité. Le critère être sans lacune du map ne permet pas de gap explicatif critique omettant un quelconque aspect essentiel de structure. Ce que cela signifie peut être mieux illustré au moyen d'une erreur récurrente. Voilà l'erreur. L'existence de l'univers serait donnée et n'aurait donc pas besoin d'explication. La phrase
est donnée est incomplète. Elle a des choses à régler cachées, correspondant à ce par quoi l'existence est donnée, les moyens par lesquels elle est donnée, et la raison pour laquelle elle est donnée. Si la source, les moyens et la raison sont effectivement réels, ils sont alors à l'intérieur de la réalité, et le gap explicatif n'existe que dans l'esprit de celui qui se pose la question, plutôt que dans le réseau auto-explicatif de la réalité elle-même. Donc non seulement MAP, comme principe général de relativité, exclut tout ce qui serait à l'extérieur de ce réseau de définitions et d'explications qui pointent les unes vers les autres. Donc MAP exclut la notion d'une mesure externe de l'univers, par exemple. Mais MAP exclut aussi l'existence d'explications critiques à l'intérieur du réseau. Donc il y a une extension de ce réseau intérieur qui inclut les explications critiques de structure. Donc un exemple de concept qui viole ce principe, ce serait de dire que l'existence de l'univers est donnée. Donc tout est donné, mais les perceptions qui se présentent à moi sont juste données. Et il n'y a pas de médium qui me les donne. Il n'y a pas de raison pour lesquelles ce sont ces perceptions et non d'autres. Il n'y a pas d'origine. Non, tous ces aspects sont inclus dans MAP, ce qui fait que MAP, c'est pas simplement une collection de perceptions, mais c'est aussi l'architecture logique qui va expliquer, donner un médium, donner les raisons pour lesquelles la réalité se structure telle qu'elle se structure. Donc la théorie de la réalité se dote non seulement du concret, mais aussi de l'architecture abstraite qui soutient cette théorie de la réalité. Donc la source, les moyens, la raison de l'univers sont des explications critiques de la structure de l'ensemble et donc font partie de la théorie de la réalité par le principe de MAP qui dit que l'univers forme ce réseau de définition sans lacune critique. D'autre part, l'omission de cette phrase est donnée a pour résultat quelque chose comme l'existence de l'univers est inexplicable. Cela revient toutefois à affirmer que l'univers n'a pas de base ou de support d'existence identifiable, pas même lui-même. C'est-à-dire qu'aucune fonction explicative ne peut être définie sur l'explanandum et qu'il est en quelque sorte interdit à l'univers de servir comme sa propre source, moyen ou raison. Mais cela revient à dire que l'univers ne peut exister que par magie, surgissant de l'apeiron avec une spontanéité dépassant celle par laquelle un véritable magicien pourrait tirer un lapin magique d'un chapeau. Alors que l'on peut au moins dire que les lapins magiques ont pour origine la magie associée à des magiciens qui les tirent des chapeaux hauts de forme vers la lumière de la réalité, ou qu'ils se lancent comme par magie dans leur propre chapeau de leur propre réalité, l'univers serait privé de toute base ontologique ou de quelque support que ce soit, même d'une amorce. Si on dit que l'existence de l'univers est donnée, eh bien on donne une explication vide à l'existence de l'univers, et donc c'est pas satisfaisant parce que c'est partiel, on n'a ni la source, ni les moyens, ni la raison de l'univers. Mais si on dit que l'existence de l'univers est inexplicable, c'est aussi problématique, puisque on ne dit pas simplement que peut-être qu'on suspend le jugement, on ne sait pas expliquer, mais que puisque l'univers existe, eh ben, y a une explication de l'univers au sein de l'univers. Ça, c'est une réponse que MAP donne, puisqu'il n'y a pas de gap explicatif au réseau de la réalité, donc la réalité s'explique elle-même. Mais donc si on dit que la réalité ne s'explique pas, eh bien, même que la réalité n'a pas les moyens, les fonctions explicatives pour devenir sa source, de se donner les moyens d'exister, et se donner donc les raisons pour lesquelles cette source s'est donné ses moyens d'exister, eh bien, on dirait que ce serait comme un lapin magique sorti d'un chapeau. Et là, Langan nous dit, quand vous comprenez qu'un lapin magique sort d'un chapeau, qui serait comme si l'univers serait inexplicable, il vient juste d'apparaître comme par magie, en analysant la situation, vous voyez que à chaque fois, c'est plus raisonnable de dire qu'il y a une explication. Peut-être que le magicien
par sa magie, a fait sortir le lapin du chapeau. Ça, c'est une explication. Ce serait une explication de type avec un dieu externe tout-puissant qui par sa parole, fait sortir le lapin du chapeau. Ou ce serait une façon de voir la création ex nihilo. Donc il dit ça, c'est quand même plus raisonnable de dire ça plutôt que le fait que le lapin il n'y a absolument aucune explication et qu'il soit juste sorti du chapeau comme ça. Autre explication qui est plus proche du CTMU, c'est de dire, quand vous voyez un lapin sortir du chapeau, plutôt de dire que le lapin est juste sorti comme par magie, c'est plus raisonnable de dire que le chapeau formait une base ontologique du réel avec des potentiels et le lapin a exploité ces potentiels et s'est fourni sa propre émergence, sa propre raison d'être. Donc peut-être que le chapeau, ce serait le moyen et la source du lapin, et le lapin, lui, serait une forme de raison, et peut-être se fournissant même les moyens, une forme de sous-moyen qui émerge de ce chapeau, font sa propre réalité, donc sa définition, son explication, sortant lui-même du chapeau avec cette espèce d'explication ontologique à l'intérieur du lapin lui-même. Donc, tout ça est imagé, mais c'est pour dire, on voit bien que l'existence de l'univers qui sortirait comme par magie de l'apeiron, donc de cette cause indéfinissable, inexplicable, c'est quelque chose qui n'est pas rationnel, qui n'est pas une bonne source de théorie de la réalité. Et donc, la notion de map, qui n'a pas de gap explicatif, va permettre à l'univers de s'expliquer lui-même. Et donc, plutôt que de dire que l'univers est inexplicable, on va dire l'univers s'explique lui-même. Il est sa propre source, son propre moyen, il se fournit sa raison d'exister, et c'est une approche rationnelle qui est supérieure, puisqu'elle elle explique d'une façon qui est plus raisonnable l'existence de l'univers lui-même. L'existence n'est pas juste donnée, et l'existence n'est pas non plus inexplicable. Il y a une amorce de l'univers qui fait que l'univers peut servir sa propre source, sa propre moyen et ses propres raisons. Parce que des questions telles que pourquoi et comment la réalité existe-t-elle dans le domaine du potentiel existentiel soutenant la possibilité d'existence? Et pourquoi cette réalité existe-t-elle plutôt qu'une autre réalité? Parce que ces questions concernent les niveaux ontologiques ou téléologiques de la structure de la réalité, et parce que ces niveaux de structure ont une signification logique, ils doivent avoir des réponses. Même si ces réponses sont déterminées, comme le sont certaines d'entre elles, par le critère de fermeture lui-même. Donc Langan nous dit que pourquoi et comment la réalité existe-t-elle? Ce sont des questions essentielles à la théorie de la réalité pour définir l'ontologie, ce que la réalité est, ou la téléologie, comment la réalité évolue. Et ces niveaux sont essentiels pour donner la base logique de la réalité. Si vous avez une théorie scientifique qui explique voilà comment la réalité se configure, eh ben, il y a bien un potentiel d'existence qui se particularise en votre théorie spécifique. Et donc, vous avez besoin d'une ontologie de ce que la réalité est, et aussi d'une idée de l'évolution de la réalité. Puisque vous supposez une évolution particulière de la réalité, vous avez besoin d'une idée générale de l'évolution de la théologie de la réalité en général, se particularise en votre loi qui explique comment la réalité évolue. Donc, au niveau de l'essence de ce que vous décrivez ou des logiques d'évolution, la réalité doit avoir une réponse. Et donc Langan dit que pour définir une théorie de la réalité, nous devons supposer l'existence de ces réponses, et ces réponses peuvent se déterminer par des critères de fermeture lui-même. Typiquement, si vous avez un système qui est auto-inclus, on a déjà la réflexion de Langan sur l'idée que ce système doit répondre à des récursions téliques et donc d'avoir un paramètre d'utilité généralisée qui est optimisé par ce système. Et donc, vous avez des critères structurels, ontologiques, qui émergent d'après les principes de réalité qu'on met en place.
qui vont donner une explication de l'ontologie de ce que la réalité est. Donc ça, on a l'ontologie avec les unisections que Langan fait avec, entre le langage et le réel. Donc on a l'aspect linguistique, signifionique de la réalité. Donc l'ontologie se définit d'après des principes rationnels sur ce qu'est la réalité, et d'après des régressions signifioniques, d'après des réflexions sur la structure générale de l'unité, de la différence, de comment ces structures ça ressemble entre elles. La théologie aussi de la structure de la réalité va se définir avec les réflexions sur le fait qu'il doit y avoir un autodéterminisme, il doit y avoir une récursion télique. Donc, ces questions ont des réponses d'après le critère de fermeture lui-même, qui fait partie de ce réseau de définition à l'intérieur de la réalité. Donc, Langan définit les composants qui ensuite permettent de pointer à la raison qu'a la réalité d'exister, et donc de donner à sa théorie de la réalité une base ontologique et une base téléologique qui permet donc d'identifier des structures essentielles pour toute théorie logique générale. Nous savons maintenant que la définition fermée du principe de réalité, qui reposait sur un seul prédicat, est en réalité une variété descriptive fermée de définitions liées, contenant en principe les moyens de sa propre composition, attribution, reconnaissance, traitement et interprétation. Mais cela reste quelque peu automatonique. Qu'en est-il de l'esprit ? Puisque c'est par notre esprit que nous comprenons quoi que ce soit, la compréhension reste incomplète jusqu'à ce que nous en comprenions davantage sur la relation entre l'esprit et la réalité. Ainsi, après nous être équipés d'un map, nous nous occupons maintenant de la correspondance entre le map et le terrain. Map étant la fermeture du principe de réalité, qui était simplement la fermeture selon le prédicat être réel, avec tout un réseau de définitions, d'explications, d'interprétations liées entre elles, qui forment un principe général de relativité, puisque tout point absolu qui serait à l'extérieur de ce réseau est exclu, comme le serait par exemple une taille absolue de l'univers qui serait absolument pas liée à des fonctions internes d'évolution de l'univers. Donc ça, c'est exclu. Et ce réseau de définitions liées contient les principes donc, de sa description, de son évolution avec les compositions, avec le traitement, de son interprétation avec l'attribution, l'interprétation, la reconnaissance. Donc ce réseau contient l'ensemble des ingrédients de la théorie de la réalité, dont tous les gaps critiques tels que l'existence, la source, les moyens, les raisons de l'existence de l'univers. Donc c'est un réseau qui est étendu, qui est lié les uns aux autres, récursivement lié, donc qui n'admet pas de coupure essentielle à l'intérieur de ce réseau, dans le terme où tout est relié les uns aux autres, mais aussi qui contient l'architecture suffisante pour définir jusqu'à la source, la raison et les moyens de l'univers. Donc il y a une forme de profondeur de ce réseau ou de hauteur, et à la fois donc une densité de ces réseaux qui crée des arêtes partout, des arêtes d'explication, de définition, qui lient l'ensemble des éléments de la réalité les uns aux autres. Mais ce principe de map reste automatonique dans le sens où on pourrait dire que c'est comme une carte qu'on met à plat, et vous aurez tous ces réseaux, toutes ces arêtes qu'on peut voir partout, qui pointent les unes vers les autres, qui pointent peut-être vers des principes généraux pour même définir les raisons de l'univers ou les théologies, donc qui pointent un réseau lié, donc linguistique, qui pointerait vers tout l'ensemble de la réalité, comme sur une carte. Mais ce que Langan nous dit, et donc où est l'esprit ? Nous voyons bien que nous ne sommes pas comme une carte mise à plat, avec tous ces points qui sont liés entre eux par des fonctions qui peuvent être de définition, qui peuvent être d'évolution, de traitement, de composition. Donc tous ces
ces points, en fait, il y a l'esprit qui doit s'ajouter dans cette carte. Donc là, il fait un jeu de mots puisque le principe ontologique métaphysique, qui en anglais c'est le Metaphysical Ontology Principle, il appelle ça map, qui est le mot pour dire carte. Nous sommes équipés d'une carte, donc la carte de l'univers, avec ce réseau de description qui étend le principe de réalité avec tout l'ensemble des prédicats que ce réseau doit contenir et tout l'ensemble des fonctions qui deviennent fermées à l'intérieur de ce réseau. Et nous avons du coup une carte qui devient automatonique et nous avons maintenant la correspondance entre la carte et le terrain, donc entre la théorie et l'univers. Il va y avoir justement l'esprit qui se rajoute et qui fait donc une correspondance entre ce réseau qui paraît presque figé, automatonique, et les conditions de la réalité telles que nous les observons, avec l'existence de l'esprit à l'intérieur de cette théorie de la réalité, qui nous fait passer au principe M égale R. Compréhensivité, réflexivité syntactique, le principe Mind equals Reality. M égale R. Le principe M égale R, ou Mind equals Reality, affirme que l'esprit et la réalité sont en définitive inséparables dans la mesure où ils partagent des règles communes de structure et de traitement. L'existence d'une relation de différence entre l'esprit et la réalité présuppose de manière syndiphéonique un support relationnel ayant les caractéristiques des deux. Ce support ayant la priorité logique sur la relation de différence elle-même. La réalité est perçue et comprise avec l'esprit, et donc il y a des règles communes de structure, de traitement, d'évolution entre l'esprit qui sans cesse perçoit la syntaxe de la réalité et la réalité qui fournit ces syntaxes qui sont compatibles avec l'esprit, qui évoluent de façon à ce qu'elle continue de fournir des syntaxes qui sont compatibles avec l'esprit. Et d'un autre côté, l'esprit crée les théories, crée les structures qui décrivent la réalité. Donc il y a une relation entre l'esprit et la réalité qui sont une relation de structure similaire. Et d'après le CTMU, donc on a deux domaines qui sont l'esprit d'un côté, ce qui est le côté plus subjectif de la théorie de la réalité, et la réalité qui peut contenir l'aspect objectif de la réalité, et ces deux sont en relation syndiphéonique, c'est-à-dire qu'il existe un support commun qui fait l'unisection à la fois de l'esprit et de la réalité, et donc qui rend ces deux inséparables dans la mesure que les deux aspects doivent émerger d'un unique médium qui, à la fois, a la nature d'un esprit et à la fois la nature de la réalité, et qui, parce que ce médium commun fait émerger les deux aspects, esprit et réalité, peuvent avoir cette structure commune et peuvent communiquer entre elles. Et donc, on commence donc avec ce principe M égale R qui affirme l'inséparabilité de l'esprit et de la réalité. Esprit égale réalité. Principe M égale R. Dans le diagramme syndiphéonique ci-dessus, l'esprit est juxtaposé à la réalité dans un espace délimité par une boîte. La ligne séparant l'esprit et la réalité représente la différence supposée entre eux, tandis que l'intérieur de la boîte représente leur comparabilité ou leur parenté, ou plus techniquement, leur syntaxe de différenciation uniforme ou unisecte, désignée par le foncteur. L'extensionnalité de la ligne est simplement celle de la boîte. Sans la boîte, il n'y aurait pas de support d'extension pour contenir la ligne, ni aucun moyen d'exprimer la relation de différence associée. Parce que la séparation ne peut pas exister sans un support commun incorporant une syntaxe différentielle qui se distribue sur les deux termes de la relation de différence, la séparation absolue de l'esprit et de la réalité n'a pas de modèle. Et sans modèle, la prémisse du dualisme esprit-matière cartésienne échoue. Cela signifie que la réalité et l'esprit, l'information et le processeur d'information doivent finalement être considérés comme un tout. Toute distinction de style cartésien entre eux doit être strictement qualifiée. Donc ici on a l'esprit, la réalité, la séparation supposée, et la boîte qui forme le support commun esprit intersecté à la réalité, qui
fait exister la relation entre l'esprit et la réalité, et donc cet support commun doit exister, c'est l'unisection, et la syntaxe du support commun doit se distribuer à la fois sur l'esprit et la réalité pour permettre la séparation des deux et pour permettre la communication des deux. C'est le principe de l'unisection, et les conséquences de cette unisection, c'est que l'idée de dire que l'esprit est dans une boîte d'un côté et la réalité dans une boîte de l'autre doit être qualifiée. C'est une vue d'esprit, mais dans la théorie de la réalité, dans la structure de la réalité, il y a ce support commun qui englobe à la fois l'esprit et la réalité, qui encode leur séparation, et qui fait que l'esprit et la réalité émergent non pas d'un dualisme, mais d'un monisme à deux aspects, esprit et réalité, disons, qui serait une manière de qualifier ce dualisme cartésien. Mais on reste dans un monisme, donc il y a une syntaxe selon laquelle la théorie de la réalité s'exprime à un niveau où l'esprit et la réalité émergent d'une seule et même chose. Donc il y a cette notion de esprit égale réalité dans un niveau plus profond, ensuite qui va dans un niveau de monisme, et ensuite qui peut s'identifier comme esprit d'un côté, réalité de l'autre, mais c'est une relation qualifiée, un diphéonisme dans une relation symphéonique dans laquelle le quantum de base de la réalité, c'est un quantum dans lequel on peut considérer esprit égale réalité. Le principe M égale R n'est simplement qu'une version logique de ce que les philosophes empiristes ont souligné il y a longtemps. Nous faisons l'expérience de la réalité sous la forme de perceptions et de données sensorielles, à partir desquelles l'existence et l'indépendance de l'esprit et la réalité extérieure objective sont induites. Comme toute preuve du contraire serait nécessairement cognitive, comme le sont toutes les preuves, et puisque le contenu de la cognition est cognitif par intégration, une telle preuve ne peut exister. Une telle preuve saperait son propre support et s'annulerait de ce fait. D'autre part, le principe de réalité dit que la réalité est autonome, auto-inclus en ce qui concerne la reconnaissance et le contrôle. Et dans la mesure où la reconnaissance et le contrôle sont mentaux, dans le sens où ils sont effectués conformément à la syntaxe cognitive et perceptuelle, la réalité l'est aussi. Le principe M égale R implique l'exhaustivité en définissant toutes nos perceptions ainsi que leur infrastructure cognitive syntactique au niveau syntactique comme des éléments de la réalité, indépendamment de la décidabilité. Quand il s'agit de M égale R, il est difficile de résister à un petit jeu de mots. M égale R dit qu'au niveau syntactique de la cognition et de la perception, le map est le terrain. Notez que M égale R dépasse le simple isomorphisme kantien entre la réalité phénoménale et les catégories de la pensée et perception. Il dit que la syntaxe et son contenu sont liés de manière récursive et, conjointement avec le principe de réalité, que tout supposé contenu non lié aux règles de structure et d'évolution de la réalité est sans pertinence. Même s'il s'agit là d'une observation triviale dans la mesure où non liée et non pertinente sont synonymes, il semble qu'il ait été largement ignoré par beaucoup de ceux qui auraient dû le savoir. L'esprit et la cognition recouvrent la réalité dans le sens où la réalité est connue par la perception et les cognitions qui se développent à partir de cette perception, et donc se développent à partir d'un substrat qui est cognitif, dans lequel on peut induire ensuite des existences de sous-domaines qu'on classifie et qui nous permettent d'identifier cette réalité qui est comprise de manière cognitive. Et donc toute preuve, toute théorie se développe et est cognitive par nature, et donc ne peut pas réfuter absolument l'aspect mental de la réalité, puisque la preuve elle-même est mentale, a une forme mentale, correspond à une interprétation mentale de cette preuve. Donc le support de cette preuve ne peut pas se faire. Donc Langan dit que non seulement il y a cette espèce de primauté de la cognition dans la manière de connaître, dans la manière de théoriser, dans toute forme de théorie, mais même au niveau du principe de réalité, qu'on considère
la réalité comme cet objet autocontenu et qu'on considère les opérations de reconnaissance et de contrôle à l'intérieur, donc d'attribution de modèles à des objets, le contrôle local de l'évolution de la réalité. Toutes ces opérations sont réalisées mentalement en ce qui nous concerne, et dans le sens où aussi, donc, c'est la syntaxe cognitive et perceptuelle est ce qu'on utilise pour identifier, pour reconnaître la réalité et pour la contrôler, pour la paramétrer, pour exhiber des lois d'évolution de cette réalité. Et donc, il y a un recouvrement du mental sur des opérations fondamentales qui permettent à la réalité d'être autocontenue dans son ensemble également. Et donc, ce sont des genres d'arguments qu'on utilisait pour l'aspect linguistique de la réalité, puisque toute théorie de la réalité, toute même théorie scientifique est exprimée sous une population scientifique qui fait intervenir des langages naturels, des langages mathématiques. Eh bien, la réalité dans son ensemble, qui est linguistique, recouvre toutes ces théories scientifiques. De la même manière, l'ensemble des théories scientifiques sur la manière de... Même les théories qui sont pas forcément... qui peuvent être des contrôles distribués, donc des théories scientifiques générales sur ce qu'est la réalité, sont exprimées cognitivement et donc partagent la syntaxe cognitive et perceptuelle de la cognition, puisque ces théories sont exprimées linguistiquement et sont interprétées mentalement. Et donc toute la structure mentale qui s'adapte sur ces théories font partie aussi de cette structure du contrôle de la réalité par des théories scientifiques. Donc la cognition, tout comme le langage était sur une structure générale qui se déployait sur toutes les dimensions, sur la connaissance de la réalité, sur la théorie de la réalité, et également sur la perception de la réalité, les perceptions plus cognitives, là aussi, la cognition recouvre toutes ces composantes et implique donc l'exhaustivité, puisque les perceptions, les cognitions que nous avons, qui, au cours de l'évolution de la réalité, font partie de cette théorie de la réalité, puisque la réalité, on l'a définie avec cet aspect mental. Donc le mental n'est pas quelque chose qui est exclu et qui devient quelque chose d'incompréhensible, qui serait un épiphénomène ou qui serait quelque chose qui émerge au-delà de quelque chose qui est rien à voir avec la théorie de la réalité. Ici, le mental fait partie de la théorie de la réalité, et donc l'exhaustivité de la théorie de la réalité devient quelque chose qui devient inclus dans cette théorie de la réalité par ce M égale R, puisque cette théorie recouvre l'ensemble des perceptions qui peuvent nous faire identifier des composants que nous voulons intégrer dans notre théorie de la réalité. Donc, nous avions la fermeture avec le map, et ici, avec le M égale R, nous avons l'exhaustivité, qui est l'aspect que nous cherchons à définir avec ce M. Donc, le map, qui est une représentation abstraite d'un terrain, puisque la réalité partage sa structure, émerge en même temps qu'est l'aspect mental, eh bien, le terrain, lui aussi, devient mental, donc devient cet aspect qui permet de réaliser ces reconnaissances, ces contrôles, et donc ces objets, la map devient le terrain, donc il n'y a plus la map qui serait l'architecture abstraite de la réalité, et ensuite la réalité qui serait le terrain concret. Non, le terrain concret partage le même substrat, le même médium mental que l'architecture abstraite. Et donc, il y a une convergence entre le terrain décrit et la carte qui est utilisée pour décrire le terrain. Ces deux aspects font qu'on dépasse les isomorphismes entre esprit et réalité qui seraient les isomorphismes kantiens, un isomorphisme restreint
donc figés avec des catégories figées et qui couperaient la réalité avec des éléments qui peuvent être hors de la map. Ici, puisque la map et le terrain sont tous relativement liés, donc la syntaxe et le contenu sont récursivement liés, ils pointent les uns vers les autres, eh bien, nous avons toutes les structures et les évolutions de la réalité pertinentes qui sont incluses dans cette réalité avec des reconnaissances et contrôles mentaux, donc toutes les attributions deviennent d'aspects mentaux. Et donc Langan entend éviter quelques erreurs. L'erreur de Descartes d'hypostasier la réalité extérieure qui ne serait pas cognitive. Donc Langan dirait toute la théorie est cognitive, donc la réalité extérieure, la réalité objective qui ne serait pas mentale, en fait partage la structure mentale, donc peut intégrer les structures et syntaxes cognitives et perceptuelles à l'intérieur d'elle-même, puisqu'elle est conforme à ces structures, d'après le recouvrement cognitif de toute théorie par la cognition, et d'après aussi toutes les théories scientifiques qui partagent aussi la structure de cognition et perception, puisque c'est ainsi que nous les exhibons dans nos publications scientifiques, disons. Donc, il n'y a pas de séparation. La réalité extérieure qui est induite à l'intérieur du mental reste mentale. Donc, il n'y a pas de séparation naïve dans la théorie de Langan. On comprend le substrat qui est l'unisection du mental et de la réalité pour faire un seul objet, donc un faux cognitif qui permet l'émergence commune donc des deux aspects. Donc ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que le mental puisqu'il devient couplé au contenu, puisqu'il devient récursivement couplé, qui devient un élément de reconnaissance de contrôle essentiel, eh bien, nous n'avons pas l'erreur de Kant qui serait de cantonner la structure cognitive au phénoménal. Ici, on a la map et le terrain, donc la map, la construction, les théories mentales de la réalité deviennent ce qui définit exactement le terrain de la réalité, donc l'univers de la réalité, ce qui fait qu'il n'y a pas de ce réseau map qui est un réseau lié de définition, de fonctions, d'évolution, etc., devient ce qui implémente le mental. Donc le mental n'est pas coupé dans une coupure artificielle qui émerge de configurations secondaires à l'intérieur de la théorie de la réalité. En d'autres termes, si la partie nominale perceptuellement indépendante de la réalité n'était vraiment pas liée à la partie phénoménale, cognition isomorphe, alors ces deux moitiés de la réalité ne seraient ni coïncidentes ni partagées par un support les reliant. Dans ce cas, elles se décomposeraient tout simplement, et toute réalité intégrée les contenant supposément toutes les deux échouerait faute de modèle intégré. Là où M, l'esprit, est identifié à la cognition et R, la réalité, à des informations incarnées physiquement, M égale R dit que la réalité consiste partout en une substance commune, l'infocognition ayant la double nature de l'esprit et de la réalité informationnelle. Si vous aviez une réalité nouménale R' pour laquelle M est différent de R', c'est-à-dire que cette réalité R' ne puisse pas être perçue, ne puisse pas être conçue, eh bien, Langan nous dit, pour la partie de la réalité phénoménale M égale R, cette réalité nouménale n'existe pas. Vous n'avez pas R égale R'. Parce que si R égale R', vous auriez une structure commune entre R' et M qui se créerait pour conserver la cohérence de la relation M égale R. Donc, en fait, R s'étendrait en R', et vous aurez M égale R union R'.
Euh, donc, pour avoir un modèle intégré qui permet l'isomorphisme entre la cognition et la réalité, eh bien, toute la réalité doit avoir cet aspect cognitif. Et donc, Langan nous dit, dans le CTMU, la réalité consistera partout d'une substance commune, l'infocognition, qui est cette unisection entre réalité, qui est, disons, l'information qui peut incarner physiquement de l'univers, et l'esprit, qui est la syntaxe cognitive de l'univers. L'infocognition, c'est cette substance commune qui permet la double nature de l'esprit et de la réalité qu'on observe dans la réalité. Et donc, ce M égale R, en fait, émerge d'un monisme 12 aspects, où vous avez une infocognition qui s'éclate en M et R de l'autre côté, mais qui jamais ne fait émerger un R' qui ne soit absolument pas mental, absolument pas cognitif. L'esprit et la réalité émergent d'une seule substance, ce qui garantit le M égale R, ce qui garantit la possibilité pour la réalité d'émerger d'une induction mentale, puisque le théoriste de la théorie de la réalité ne peut concevoir que ce qui est cohérent, que ce qui est isomorphe à sa cognition. Donc notre théorie de la réalité, si on veut la développer, nous devons la développer selon la substance qui permet à l'esprit de se rendre isomorphe à la réalité. Et donc, si pour développer une théorie de la réalité qui est une chance d'être exhaustive, eh bien, Langan nous dit nous devons travailler avec cette infocognition, c'est-à-dire considérer que M égale R, et donc que l'esprit et les structures syntaxiques de l'esprit, de notre esprit, ce ne sont qu'un exemple de l'infocognition générale de la réalité dans lequel l'esprit joue un rôle de reconnaissance et de contrôle dans l'ensemble de la réalité. Et donc notre infocognition, que nous exhibons avec notre compréhension de la réalité de manière cognitive, ça ne devient qu'un exemple de cette reconnaissance-contrôle locale interne à la réalité, qui est générale et qui assure l'isomorphisme entre l'outil de la théorie, tout comme on avait un isomorphisme entre le langage et la réalité. Ici, on a un isomorphisme entre la cognition, l'outil de reconnaissance contrôle de la théorie, et la réalité elle-même. Et c'est conforme avec l'émergence de la théorie de la réalité dans la cognition du théoriste. Et c'est ainsi donc que se comprend M égale R, c'est cet établissement d'une substance, l'infocognition, monisme à 12 aspects, qui fait émerger l'esprit et la réalité d'une seule source qui assure leur correspondance. La propriété M égale R reprend là où le principe de la réducibilité linguistique s'arrête en éliminant la distinction entre théorie et univers. Par ces lumières, la description théorique de la réalité par des êtres humains contenus dans la réalité revient à la réalité se décrivant elle-même. Gardant à l'esprit qu'une théorie est une construction mentale, cela peut être illustré en remplaçant simplement esprit-réalité dans le diagramme ci-dessus par théorie et univers, et esprit unisecté à réalité par théorie unisectée avec univers. Cela rend donc la théorie suffisamment réflexive et donc assez inclusive par définition pour décrire tout l'univers, y compris ce qui est rationnel, abstrait et subjectif, et ce qui est empirique, concret et objectif. La dissolution de cette distinction peut être considérée comme une réduction. Avec le principe de la réductibilité linguistique, nous avions une équivalence entre théorie et univers, puisque la théorie qui était la théorie linguistique de l'univers décrivait quoi? L'univers qui était lui-même la réalité comme langage. Donc il y avait cette équivalence, cette convergence en théorie-univers. Ici, puisque la réalité est partout réduite à de l'infocognition, qui porte à la fois la nature de l'esprit et de la réalité qui est l'information décrite par l'esprit, eh bien,
la réalité devient cet ensemble de théoristes qui décrivent l'univers, qui sont eux-mêmes des théoristes qui décrivent l'univers. Donc, il y a une élimination de la distinction entre théorie et univers, qui n'est pas simplement une équivalence, mais qui devient une réflexivité. Et la description, la réalité par des êtres humains, dans cette théorie, peut être identifiée la réalité se décrivant elle-même. Donc nous avons les diagrammes d'unisection, esprit-réalité, théorie-univers. Et donc, la théorie que nous établissons en tant qu'humains, dans cette théorie dans laquelle tous les objets de l'univers sont des infocognitions qui théorisent sur l'univers, notre théorie donc de nous comme composants parmi d'autres de l'univers devient cette théorisation de la réalité à l'intérieur d'elle-même qui devient réflexive et donc est aussi assez inclusive pour décrire tout l'univers, puisque nous sommes donc la théorie, la réalité se décrivant elle-même à un niveau avancé de théorisation dans lequel nous avons à la fois notre empirique, nos perceptions, nos conceptions, et tout le rationnel, l'abstrait, le subjectif qui est contenu dans cette théorisation de l'univers que nous réalisons comme composant de cette théorie de la réalité. Et donc, la théorie de l'univers converge, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que les êtres humains deviennent ces théoristes qui décrivent la réalité elle-même. Donc, le M égale R donne une place à l'être humain, et donc donne même une place réflexive à la théorie que nous sommes en train de développer, et lui donne les moyens de décrire l'univers, puisqu'il y a convergence entre théorie et univers. La théorie que nous décrivons devient une théorie de l'univers. L'infocognition, ce n'est pas l'ajout d'un nouveau composant dans la théorie de la réalité, mais c'est l'identification du médium commun, une réduction entre deux aspects qui sont déjà bien identifiés, qui sont l'aspect rationnel, abstrait, subjectif, la théorie, et l'empirique concret objectif, donc l'aspect plutôt informationnel de la réalité. Nous savons donc maintenant que la réalité est plus qu'une relation syndiphéonique linguistique autonome comprenant une variété descriptive fermée de définitions liées, contenant les moyens de sa propre configuration, composition, attribution, reconnaissance, traitement et interprétation. C'est aussi une théorie d'auto-traitement identique à son univers. Le principe M égale R, en définissant l'infocognition comme la substance de base de la réalité, définit cette union, cette unisection entre deux aspects, l'esprit d'un côté et la réalité de l'autre, qui deviennent deux diphionèses d'une seule relation syndiphéonique, la relation qui émerge de l'infocognition. Et donc, ça crée une compréhensivité ou exhaustivité par le fait que tout l'aspect mental de la réalité dont nous avons accès devient inclus, puisqu'ils font partie de cette infocognition, dans la théorie de la réalité elle-même. L'esprit n'est pas exclu de la réalité, donc l'esprit est intégré dans la théorie de la réalité et dans l'univers décrit par notre théorie de la réalité. Ça, c'est un premier point. Deuxième point d'exhaustivité, c'est que puisque la réalité est composée de ces infocognitions qui théorisent sur elles-mêmes, l'être humain lui-même, au sein de la réalité en général, devient cette infocognition, ce théoriste, qui décrit la réalité en tant que réalité se décrivant elle-même. Et donc, il y a une description générale de la réalité par le théoriste à l'intérieur de la réalité. Et donc, la théorie de la réalité même de l'organe décrit par l'humain devient une théorie qui peut s'appliquer à l'ensemble de la réalité, puisque la réalité dans son ensemble est comprise comme cette union entre esprit et réalité dont l'être humain devient une instance locale, une instance qui pourrait être une structure essentielle
que la réalité utilise pour théoriser sur elle-même. Et donc, il y a une très forte exhaustivité, une puissante exhaustivité qui est posée par ce principe, à la fois pour faire contenir l'esprit à l'intérieur de la théorie, et à la fois pour donner à l'être humain un rôle au sein d'une théorie de la réalité dans lequel la théorie de l'humain devient une théorie générale sur la réalité. Donc, c'est un principe extrêmement puissant d'exhaustivité pour les 3M que nous sommes en train d'établir. Réflexivité syntactique, puisque la théorie théorise sur l'univers, qui est lui-même une théorie. La théorie mentale théorise sur un univers qui est composé d'infocognition, donc qui est composé d'ingrédients à la fois mentaux et informationnels. Et donc, l'homme en tant qu'élément de l'univers est un théoriste qui, réflexivement, théorise sur la réalité. Convergence entre épistémologie et ontologie, couplage épistémologie-ontologie, et on obtient une image de la réalité dans laquelle la théorie de la réalité est distribuée et dans laquelle les ingrédients deviennent des composants essentiels qui théorisent sur la réalité qui se connaît elle-même. Donc le prochain principe, MU, va s'intéresser à la relation entre cette théorie générale, l'unité de la théorie, et l'ensemble des théoristes intégrés comme ingrédients de l'univers. C'est le principe MU. Cohérence et consistance syntactique, le principe d'unité multiplexe MU. Troisième M, map c'est fermeture, M égale R c'est compréhensibilité, exhaustivité, et ici MU, cohérence et consistance syntactique. L'univers contient topologiquement ce qui contient l'univers de manière descriptive. MU, la configuration informationnelle minimale et la plus générale de la réalité, définit la relation entre l'unité et la multiplicité. L'univers et ses contenus variés. À travers sa structure, l'univers et son contenu sont mutuellement inclusifs, se fournissant l'un l'autre un support. Principe de réalité. La réalité est autocontenue dans la réalité. MU, l'univers contient topologiquement ce qui contient l'univers descriptivement. Avec une double inclusion, MU réalise l'auto-inclusion de la réalité dans elle-même. C'est un premier point. Deuxième point, la réalité forme une unité, elle ne fait appel qu'à elle-même, elle est partout distribuée à l'intérieur de la réalité. Quelle relation entre l'unité et la multiplicité, entre la synèse générale et les diphéonèses, entre l'univers et ses contenus variés? MU caractérise cette relation générale entre l'unité et la multiplicité, et donc caractérise les médiums qu'utilisent l'univers et le contenu pour s'inclure mutuellement et pour avoir une unité dans la multiplicité diphéonique du contenu. En d'autres termes, nous pouvons caractériser de manière équivalente le contenu de l'univers comme topologiquement à l'intérieur de celui-ci, inclusion topologique, ou caractériser l'univers comme descriptivement à l'intérieur de son contenu, en occupant leur syntaxe interne en tant qu'état acquis, inclusion descriptive. L'univers inclut de manière générique son contenu en lui servant d'unisecte syntactique, tandis que le contenu contient l'univers dans un sens plus spécifique, impliquant des antécédents d'événements spécifiques qui se mêlent à l'interaction. Du premier point de vue, la cohérence syntactique du support global impose la consistance mutuelle des contenus, tandis que du second point de vue, les syntaxes cohérents de son contenu contiennent, reconnaissent, transforment constamment le support. Ainsi, l'univers applique sa propre consistance grâce à la double maîtrise de soi. Ainsi, l'univers applique sa propre consistance à travers un double autoconfinement. L'univers contient topologiquement le contenu en tant qu'unisecte syntactique, c'est-à-dire que vous prenez chaque diphéonèse, vous faites l'union syntactique de toutes ces diphéonèses et vous avez le médium global
qui sert à faire émerger toutes ces diphonèses et qui sert à faire émerger ces diphonèses dans une consistance, c'est-à-dire avec une unique qui contient non seulement chaque diphonèse, mais aussi le médium qui permet de caractériser chaque diphonèse du point de vue du contenu global, de l'univers global. C'est un premier point. Le deuxième point, c'est que le contenu, en tant que contenu topologiquement inclus dans l'univers, contient la syntaxe globale en tant que, par son ensemble, elle couvre l'ensemble de la syntaxe globale spécifique, mais aussi pour chaque contenu spécifique, a un ensemble d'états syntaxe spécifiques passés qui contraignent l'évolution de l'univers, puisque chaque objet a son passé qui sert d'état spécifique qui va générer les prochains états de l'univers, et donc qui sert de contrainte à l'unisection globale qui va se rétablir pour resupporter l'ensemble des nouveaux états syntaxe global qui servent de médium à tous les contenus spécifiques. Donc il y a un mouvement du global au contenu local qui doit maintenir une cohérence, une consistance et permettre à chaque support de transformer l'un. Donc le contenu global assure que le contenu peut communiquer avec le reste du contenu en partageant les syntaxes globales qui permettent à tous d'établir leur diphonèse et aussi de se reconnecter dans des synèses. Donc il y a le support global qui va transformer le contenu global en leur donnant ses capacités de communication. Et il y a le support local, donc le contenu topologiquement inclus, qui lui transforme le support global puisqu'il possède sa propre état interne et ses propres contraintes qu'il permet d'appliquer à la syntaxe globale, et donc c'est sa propre générativité locale qu'il apporte au contenu global qui lui se distribue sur l'ensemble du contenu. Et donc, il y a un double confinement, une double auto-inclusion de l'univers par ces deux aspects qui forment des inclusions à la fois logiques et à la fois géométriques, dans le sens où il y a une inclusion topologique qui parle bien du fait que l'univers, en tant qu'ensemble, topologiquement contient les éléments, donc les particules, les humains sont inclus à l'intérieur topologiquement, c'est-à-dire vraiment géométriquement. Mais et il y a cette notion topologique, mais aussi cette notion logique où la syntaxe globale se distribue à l'intérieur des objets. Donc c'est une double inclusion qui est à la fois géométrique et logique. Dans le diagramme signifionique, diagramme 6, nous pouvons voir clairement le confinement des objets par le support, mais nous ne pouvons pas voir le confinement du support par les objets. Gardant à l'esprit que les termes de syntaxe et de contenu sont dans une certaine mesure des désignations relatives, le nœud supérieur du diagramme 10 correspond au support global, unisexe syntactique global ou métasyntaxe de la réalité, tandis que le nœud inférieur correspond aux objets qui s'y trouvent, opérateurs syntactiques contenus dans le support. Chacun est une unité multiplexe. La cohérence passe de la syntaxe globale au contenu local par le biais d'un confinement topologique global, ce qui applique l'unité à travers différents endroits et revient à la syntaxe globale dans plusieurs flux enchevêtrés générés par traduction croisée du contenu. La syntaxe devient état et l'état devient syntaxe, où syntaxe s'entend comme englobant une distribution ectosyntactique d'opérateurs syntactiques. L'univers reste donc cohérent et consistant au cours de l'évolution. Donc la métasyntaxe en haut contient topologiquement le contenu, qui sont des opérateurs syntactiques contenus dans le support, des particules, des hommes, et ces contenus, descriptivement, théorisent sur la syntaxe globale, et donc il inclut descriptivement la syntaxe, et donc par des principes de génération, de traduction, où les contenus, par des flux croisés, génèrent leur théorie locale, recréent la syntaxe globale, qui capture
l'ensemble et applique une cohérence de tout le contenu selon la syntaxe globale qui va recontenir l'ensemble des opérateurs qui restent contenus dans l'univers. Donc il y a une cohérence qui passe par un chassé-croisé entre confinement topologique global qui s'applique à divers endroits, donc du coup du varié conspansif avec des opérateurs syntactiques qui vont recevoir sa syntaxe globale et qui vont avoir des moyens de communication puisqu'ils possèdent la même syntaxe globale qui leur permet de communiquer. Et le contenu crée cette distribution ectosyntactique d'opérateurs syntactiques qui, par leur ensemble, réalisent des traductions, des transformations de la syntaxe par traduction croisée de contenu, par expansion interne et requantisation. Il y a des processus qui vont permettre de propager cette syntaxe locale en des syntaxes globales. D'un confinement topologique global qui applique l'unité de la syntaxe globale à divers endroits sur une distribution ectosyntactique d'opérateurs syntactiques, c'est-à-dire plusieurs opérateurs syntactiques qui reçoivent cette syntaxe globale. Et le contenu, ensuite, qui peut être un homme, donc théorise sur cette syntaxe globale, étend sa syntaxe locale en des flux croisés qui rénovent la syntaxe, la métasyntaxe qui recouvre l'ensemble de ce contenu. Donc il y a ce double chassé-croisé qui crée le support à la fois de la syntaxe globale et du contenu qui caractérise l'état ou le contenu de l'univers et qui est une relation entre le global et le local. Cette double inclusion entre le global et le local caractérise des inclusions topologiques et descriptives. EMU exprime la symétrie synthiphonique de la syntaxe et du contenu au niveau spatio-temporel de la réalité. Tout comme la synthiphonèse peut être considérée comme un paradoxe identifiant la différence avec la similitude, EMU peut être considéré comme une forme ultime de paradoxe identifiant la multiplicité et l'unité spatio-temporelle. Le diagramme de EMU est un éclaté du diagramme des relations synthiphoniques dans lesquelles la dimension de stratification est scindée en volets descriptifs et topologiques ou dimensions temporelles. La structure de EMU résout le paradoxe de EMU in situ par une stratification double, fournissant ainsi la fermeture, tandis que la stratification informationnelle ouverte de la théorie des types ne le peut pas. Parce que EMU peut être ainsi considéré comme la résolution du paradoxe décrit, sa signification, comme celui de la synthiphonèse, peut être exprimée comme suit. La réalité est un paradoxe autorésolvant. La synthiphonèse exprimait la relation entre le semblable et le différent. Ici, EMU, similairement, exprime la relation entre l'unité et le multiple au niveau spatio-temporel de la réalité, c'est-à-dire au niveau logico-géométrique. C'est entre l'unité et le contenu inclus dans cette unité, contenu qui est bien compris comme topologiquement à l'intérieur de l'univers, et l'unité qui est comprise aussi comme l'unité, comme l'ensemble de l'univers, compris aussi géométriquement. Et donc, c'est une relation entre l'unité et le multiple qui, de même que la synthiphonèse faisait un paradoxe autorésolvant entre le semblable et le différent, ici, EMU réaliserait le paradoxe autorésolvant entre l'unité et le multiple. La relation synthiphonique entre l'unité et la multiplicité se scinde en deux volets ainsi, avec l'unité en haut qui se scinde en relation synthiphonique avec le contenu, sous deux types d'inclusion, l'inclusion topologique et l'inclusion descriptive. EMU d'ailleurs ne doit pas nécessairement être considéré comme le garant ultime de la consistance. Cet honneur peut sans risque aller à la stabilité de la réalité perceptuelle elle-même. Tout simplement, la stabilité syntactique de la réalité prime sur toutes les objections concernant les limites des systèmes formels. EMU décrit simplement comment la réalité, considérée comme une théorie réflexive du SCSPL, atteint la stabilité intrinsèque au cours de son évolution. Ainsi, elle ne fonctionne pas comme un algorithme garanti de terminer sur la consistance, mais pas sur l'inconsistance, et n'est donc pas en conflit avec l'indécidabilité. La stabilité de la réalité affirme sa consistance, qu'une quelconque théorie inférieure apparaisse comme consistante ou non.
MU apporte une cohérence et consistance au niveau de ce système logico-géométrique, puisque le contenu dans l'univers se décrit selon cette unisexe syntactique globale qui permet de définir l'ensemble du contenu avec ce même unisexe syntactique global qui donne à ce contenu cette cohérence d'ensemble. Et d'un côté, la syntaxe globale se rénove selon le contenu, puisque le contenu contient descriptivement cette syntaxe globale. Donc avec ce processus de remontée de la syntaxe globale à partir du contenu, il y a une nouvelle syntaxe globale qui se redéfinit en fonction des générations ou des syntaxes particulières à l'intérieur du contenu, qui fait que le système continue de garantir sa consistance et cohérence. Donc c'est une manière particulière de considérer cette consistance. Ce que Langen nous dit, c'est que en tant que théoriste à l'intérieur de l'univers et qui percevons la réalité perceptuelle et qui la percevons de manière stable, avec une possibilité de définir le réel et l'irréel, le vrai, le faux dans nos syntaxes perceptuelles et cognitives, eh bien, cette capacité-là dépasse l'ensemble des contraintes artificielles qui pourraient être posées par des systèmes formels. Non seulement donc la réalité n'est pas sujette à ces contraintes qui émergeraient de sous-systèmes, mais également, puisque ce MU ne consiste pas dans un algorithme déterministe qui doit absolument terminer sur la consistance, mais sur la consistance, ça ne pose pas non plus des problèmes d'indécidabilité. C'est une manière de préserver l'évolution et la cohérence de l'univers au cours de cette évolution, avec une cohérence entre l'univers global et le contenu de cet univers, qui chacun se sert de médium à l'autre pour continuer l'évolution de manière logique, avec une consistance et cohérente entre l'univers global qui contient tout le contenu et le contenu qui se génère au sein de cet univers. MU sert de concept unificateur pour un ensemble d'idées relatives à la cohérence et consistance dans le contexte de la théorie de la réalité, comprenant l'hologie et plusieurs principes de dualité du CTMU. Voilà pour les 3 M. Nous avons MAP qui forme un raffinement du principe de réalité par lequel on comprend que la réalité devient ce réseau de définitions liées par lequel l'ensemble de la réalité se définit relativement à la réalité. Donc ça forme un principe général de relativité par lequel l'ensemble de la réalité est défini relativement au reste des ingrédients de la réalité. Et ce sont des fonctions définitives, explicatives, interprétatives. Donc un ensemble global qui ferme la réalité à l'intérieur de ce réseau et qui exclut tout gap critique qui menacerait la définition de ce qu'est l'univers, de comment il se développe, de la source de l'univers. Donc, tout gap critique est exclu de ce réseau de définition relative de la réalité par elle-même. Ensuite, nous avons vu le principe M égale R, qui permet l'exhaustivité de la théorie de la réalité, puisque l'esprit devient inclus à l'intérieur de cette théorie de la réalité, et la théorisation par l'humain de la théorie de la réalité devient aussi un objet qui devient inclus à l'intérieur de cette théorie, comme une théorisation qui a le potentiel d'être exhaustive par la structure de la réalité qui devient infocognitive, un mélange d'esprit et de réalité, une théorie qui converge avec l'univers, c'est-à-dire que la théorie est une théorie sur des théoristes, et donc l'être humain comme un théoriste à l'intérieur de cette théorie de la réalité est compris comme cet ingrédient essentiel qui permet à la réalité de théoriser sur elle-même, et donc un principe de contenir l'ensemble des structures essentielles de la réalité, de même donc épistémologiquement pour l'être humain qui théorise sur cette réalité. Donc un point essentiel pour fonder cette théorie de la réalité avec une
exhaustivité et réflexivité. Troisième M, le principe d'unité multiplexe MU, qui ici forme un principe de cohérence et consistance, qui encore une fois n'est pas la raison ultime pour laquelle on pense que la réalité est consistante, c'est pas la preuve que la réalité est consistante, c'est la description de cette relation entre l'unité et la multiplicité. Donc plutôt que d'avoir simplement une relation signiféonique qui décrit le semblable avec le différent avec le diphéonique, on a ici l'unité et la multiplicité qui forment la condition de la réalité, qui forment cette unité qui se distribue ectosyntactiquement avec des opérateurs syntactiques au sein de ce contenu spatio-temporel. Et donc l'unité et la multiplicité sont décrits avec cette notion d'inclusion topologique et d'inclusion descriptive, ce qui fait que nous avons un schéma pour décrire la consistance et la cohérence de la réalité au cours de cette relation signiféonique essentielle, qui est cette relation entre l'univers qui contient l'ensemble du contenu et le contenu spécifique qui, encore une fois, aussi contient une description du théoriste, de l'être humain qui construit cette théorie. Et avec cette double inclusion, nous avons toujours la cohérence du fait que le théoriste humain fait partie d'un ingrédient de la réalité qui légitimement peut décrire cette réalité qui est cette théorie de la réalité qui devient fermée, cohérente et consistante et compréhensive avec l'intégration de l'esprit et avec la possibilité par l'infocognition de faire que la théorie de la réalité décrive, ce soit une façon pour la réalité de se décrire elle-même, et donc d'avoir cet aspect légitime de décrire cet ensemble tautologique de principes qui forment la théorie de la réalité sur ce qu'est la réalité, qui est décrit à l'intérieur de la réalité par ces opérateurs syntactiques. Mu est cette relation signiféonique entre le global et le local, entre l'unité et le multiple, la double inclusion topologique qui stratifie cette relation signiféonique caractérise comment la réalité est inclue à l'intérieur d'elle-même. L'univers contient topologiquement le contenu et le contenu contient descriptivement l'univers. Ce concept unificateur peut être précisé plus loin avec d'autres principes de la théorie de la réalité tels que l'hologie et des principes de dualité.